Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Less than 2 years after the Bandung Conference of Non-Aligned Countries, and driven by the wave of decolonization, the Confederation of African Football was founded on the 8th of February 1957 in the ballroom of the Grand Hotel in Khartoum. The first general meeting elected its first president, the Egyptian agricultural engineer Abdelaziz Abdallah Salem. La Confédération africaine de football, née en 1956, et établie officiellement à l'Assemblée générale du 8 février 1957 au Caire. Le monde sportif égyptien, tout naturellement, avait déjà envisagé depuis plusieurs années abriter sur son sol la première Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur le plan politico-géostratégique, le nouveau président de la République, Gamal Abdel Nasser, mijote depuis de longues années son plan de nationaliser le canal de Suez sous contrôle de la France et le Royaume-Uni, devenus les deux principaux actionnaires après le rachat des parts de l'Égypte au roi Farouk, très endetté. Ouvert en 1869, le canal de Suez relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Point de passage stratégique pour le transport du pétrole, il génère d'importantes recettes dont l'économie égyptienne ne bénéficie pourtant que très peu. C'est en effet à la Grande-Bretagne et à la France, actionnaire majoritaire de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, que revient l'essentiel de ses droits de péage. Le 26 juillet 1956, juste un mois après son accession à la magistrature suprême de son pays, Gamal Abdel Nasser annonce dans un discours radiodiffusé la nationalisation du canal de Suez, reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée, un important passage pour les marchandises en direction de l'Orient. الصادر في شهر مارس سنة 1964 فلقد كلفت زميلي وصديقي وأخي زكريا. Colonel Nasser has promised not to interfere with shipping passing through the canal. Why therefore don't we trust him? Well, the answer is simple. Look at his record. Our quarrel is not with him. Et pour joindre la parole à l'acte, Nasser fait aussitôt détruire la statue de Ferdinand Lesseps, concepteur des projets du canal de Suez et du canal de Panama en Amérique centrale. Avec les revenus du canal de Suez, Nasser souhaite financer la construction du barrage d'Assouan, un projet agricole onéreux pour lequel il avait sollicité l'aide des États-Unis et des Anglais qui lui ont tourné le dos. Après 1 siècle et demi de colonisation, le leader égyptien fait ainsi savoir au monde entier que l'Égypte peut se passer des puissances occidentales. Puis il se rapproche de l'URSS, une alliance qui inquiète la superpuissance américaine à l'heure où la guerre froide bat son plein. Depuis une semaine, toute l'actualité politique internationale tient en un seul mot, Suez. Cette politique de Nasser n'est pas du tout du goût des Français, qui signent secrètement l'accord de Sèvres dès octobre 1956. Le discours d'Alexandrie suscite la colère et l'inquiétude des gouvernements britanniques et français d'Anthony Eden et de Guy Mollet. Quelques mois plus tard, ils signent une alliance secrète pour reprendre le contrôle du canal et renverser Nasser. Pour la Grande-Bretagne, qui ne veut pas perdre son influence dans la région, il faut se débarrasser de celui qu'ils appellent le nouvel Hitler. Après un dense exposé d'arguments et contre-arguments, la réponse a été sèche. L'Égypte n'a rien à cirer des négociations sur la crise du canal de Suez. Un troisième pays s'associe aux velléités des deux Européens, le jeune État d'Israël de Ben Gourion, qui veut assurer son transport maritime et mettre un terme aux attaques terroristes égyptiennes sur son territoire. Contre l'avis des États-Unis qui recommandent une résolution diplomatique, les trois alliés préparent l'opération Mousquetaire. Nasser, très réputé pour son panarabisme, les troupes israéliennes envahissent l'est du canal. 9 octobre 1956. Le 29 octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne lancent avec Israël une intervention militaire contre l'Égypte dans la région du Sinaï. Organisée dans le plus grand secret, cette opération a pour objectif de reprendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé quelques mois auparavant par le président égyptien. Français et Britanniques lancent des offensives terrestres, bombardent les positions égyptiennes. Les frappes aériennes font mouche. L'armée de Nasser est à genoux en 10 jours de guerre devant la puissance de feu des trois ennemis alliés.
Le 5 novembre, alors que les parachutistes viennent à peine d'atterrir, l'URSS menace les 3 alliés d'une riposte nucléaire s'ils n'évacuent pas la zone du canal. La situation prend une ampleur dramatique. Pour désamorcer la crise, le président américain Dwight Eisenhower, qui vient d'être réélu, joint sa voix aux soviétiques pour exiger l'arrêt des combats. À la signature du cessez-le-feu le 7 novembre, France, Royaume-Uni et Israël ont réussi à protéger de gros intérêts commerciaux et économiques. Nous n'avons pas de différend avec le peuple égyptien, ni avec le monde arabe, mais avec le colonel Nasser qui a prouvé qu'il n'était pas homme à respecter ses engagements. Désormais au royaume des pyramides, plus question d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans un pays qui vient de subir des pertes énormes. Ainsi, l'Égypte passe la main à son frère d'amont du Nil, le Soudan, un des membres fondateurs de la compétition. Sortant ainsi des cendres d'une guerre éclair, les pharaons d'Égypte honorent néanmoins le rendez-vous de 1957 à Khartoum. Problème, l'un des membres fondateurs, l'Afrique du Sud, a finalement été exclu du tournoi pour son refus catégorique d'aligner une équipe multiraciale dans le tournoi à 4. On pointe déjà à l'époque, de manière très nette, le fait que cette attitude, ce comportement, qui refuserait d'avoir tout joueur noir dans l'équipe, est une attitude raciste. Donc, la CAF immédiatement exclut le 4e membre. Toute organisation sportive sérieuse doit condamner cette forme de racisme. Le comité olympique et la FIFA n'ont pas exclu l'Afrique du Sud. La CAF a certainement gagné en crédibilité en révélant cette injustice aux yeux du monde. Plus expérimenté alors sur le plan sportif, l'Égypte l'emporte difficilement dans ce match d'ouverture. 2-1 face au Soudan, ce 10 février 1957, au stade de Khartoum, construit à la va-vite pour les besoins de la cause. Dans le même temps, devant le forfait de l'Afrique du Sud, l'Éthiopie se qualifie pour la finale. Ethiopia went straight through to the final. In a brand new stadium with 30,000 seats, Egypt won 4-0 and became the very first African football champion. Ainsi donc 6 jours plus tard en finale, les pharaons laminent 4-0 les crocodiles du Soudan. L'Égypte remporte ainsi la toute première Coupe d'Afrique des Nations et reçoit le trophée Abdelaziz Abdallah Salem, baptisé du nom du premier président de la Confédération africaine de football. Et au bout de quelques jours de compétition, les premières pages de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations s'écrivent avec les Égyptiens Mohamed Ateya, premier buteur de la CAN sur pénalty face au Soudan, et Mohamed Adiba, sacré meilleur buteur du tournoi. 5 réalisations. L'ancien international égyptien a gardé les bons souvenirs de la compétition express. Il y a eu des matchs inoubliables. Au Soudan, les fédérations étaient encouragées à organiser le tournoi tous les 2 ans dans chaque pays. Et en se séparant à Khartoum, rendez-vous est pris pour 1959 au pays des pharaons. En raison de ce premier succès de son équipe nationale, le président Gamal Abdel Nasser avait certainement eu raison de se consacrer à la récupération de son canal de Suez, plutôt que préparer la première Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.